Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo sur The Postman. Et oui, pour préparer la sortie de Furiosa au cinéma, eh bien, on va faire un petit bond dans le passé avec un autre film de post-apocalypse, The Postman de Kevin Costner sur un scénario de Eric Roth et Brian Helgeland. Un film qui est sorti en 1997 d'après le livre éponyme de David Brin publié en 1985. C'est un film évidemment avec Kevin Costner qui joue le rôle du facteur. C'est un film qui a coûté 80 millions de dollars, il en a rapporté 21 avec des critiques assez violentes sur le film. Le film n'a pas bien marché, aussi bien en critique que du public. Costner est généralement même assez critiqué, mais ça ne va pas m'empêcher d'essayer de faire émerger des choses de ce film. Un film qui dure 3 heures. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 heures ? Eh bien, c'est une 3e guerre mondiale qui a détruit le monde. Et un mouvement, le mouvement des Holnistes, prend le pouvoir. Un solitaire s'habille en représentant de l'État, un membre du service postal, pour profiter davantage. Il va se faire capturer, évidemment, relâcher, il va y avoir des aventures, et il va devenir, malgré lui, une sorte de source d'espoir. Un rempart contre cette armée holniste menée par un général qui s'appelle le général Bethléem. Ça, celle-là, il fallait l'inventer. Tout un programme, donc. Un film qui a eu le temps de rentrer en fait dans l'histoire du cinéma pour se faire oublier, mais finalement un film que tout le monde a vu. Le public américain a vu ce film-là. Il y a souvent plutôt de bons souvenirs du film. J'ai à peu près regardé la quasi-totalité des critiques publiques sur IMDb, donc j'ai mis un moment. Mais oui, généralement les gens ont plutôt été contents. Après, il y a toujours ce côté un peu goofy du récit. Et Kevin Costner a toujours eu, sa carrière en yo-yo, entre des succès comme Perfect World, The Bodyguard, JFK, Robin des Bois, Une bouteille à la mer, et des échecs pour l'amour du jeu, Waterworld, The Postman, Wyatt Earp, Chacun sa guerre. Voilà, c'est très compliqué de savoir vraiment comment on peut se positionner avec des différents styles. Il n'a pas trouvé sa formule finalement. Je tiens aussi à préciser qu'il y a pas mal d'éléments dans cette critique qui sont tirés d'un retour qui est un retour plutôt important. Ce n'est pas forcément celui de Roger Ebert que j'ai ressorti, quoique je crois qu'il y a un petit morceau, mais c'est directement le retour de l'auteur lui-même, David Brin, qui lui était très intéressé par le projet, qui était aussi intéressé par le fait que ce soit Kevin Costner qui le porte. Donc il y a un texte sur le film par l'auteur lui-même sur le site que vous pouvez trouver sur le site davidbrin.com. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir le retour de l'auteur lui-même, là où souvent les auteurs n'ont pas laissé de traces sur leur avis sur le film et pas de façon claire et détaillée. Et là David Brin ressort plein d'anecdotes et de comment le cheminement de l'histoire a amené au film et qu'est-ce qui en a résulté selon lui. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir un peu son retour, son regard, et bien sûr je me suis empressé de le traduire et d'essayer d'en retirer des éléments pour l'élaboration de cette critique. Une critique qui ne devrait pas durer très très longtemps. Alors pour l'auteur, le livre a été écrit en réponse à une littérature post-apocalyptique qui mettait en texte les chutes de civilisation. Il a écrit, David Brin, The Postman, plutôt sur un ton de livre sur une reconstruction. L'apocalypse est passé, maintenant il est temps de reconstruire et pas de stagner, parce que souvent dans les films post-apocalyptiques, les histoires et la civilisation soit s'enfonce davantage, soit stagne, mais il n'y a pas de reconstruction. Donc ici, il veut reconstruire, voilà. Et en cela, le film s'inscrit. Alors malheureusement, j'ai pas lu le livre, mais le film, lui, s'inscrit vraiment dans l'idée d'un western.
c'est-à-dire le western, c'est la construction d'une nation. Une nation qui va vers l'ouest, qui va construire des villages, construire du terrain, aménager le terrain existant. Donc on est vraiment dans une filiation au western. Là où le post-apocalyptique est plus sur l'idée d'une chute de nation. Donc là, on a passé cette chute déjà, quand on regarde le film. Donc, de base, The Postman se place un peu en contre-pouvoir de certains films de post-apocalyptique. Il a utilisé le code du western pour déployer encore quelque chose d'un peu plus grand. Parce que, voilà, on pourrait dire, mais oui, mais on n'a pas peut-être besoin de The Postman pour mettre en place du code du western. Pourquoi ne pas directement faire un western ? Eh bien, je pense qu'il y a une différence qui est intéressante parce que entre les codes de western et les codes de ce que nous pouvons voir facilement dans le post-apocalyptique, eh bien, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un changement de politique, c'est-à-dire de gestion du territoire. Après une catastrophe, eh bien, la carte géopolitique, eh bien, elle est redistribuée. L'idée de l'ordre balisé par les marshals, le shérif, la cavalerie, tout ça dans les westerns, eh bien, il est balayé. C'est chacun pour soi. Et c'est là que le post-apocalyptique prend son sens dans le film. Il y a un problème de ressources. Et autant dans le western, les ressources sont à conquérir, et elles sont à exploiter, parce que c'est la découverte de nouvelles terres et l'exploitation de ces nouvelles terres. Eh bien, dans le post-apocalyptique, ce sont des ressources que nous conservons et que nous défendons parce qu'elles sont rares. Il y a un rapport différent et aussi un rapport à la terre qui est différent. Le western, ce sont les terres vierges à investir, à exploiter, et le post-apocalyptique eh bien, repose sur des barrières, sur ce qui a pu appartenir à quelqu'un. Et l'idée de vol d'autrui est important, et nous l'avons dans le film. Le postman essaye de trouver des tactiques, aussi bien faire du théâtre que de revêtir l'habit de facteur pour essayer de prendre de la bouffe pour pouvoir survivre. Le western est donc un peu, projeté sur cette toile post-apocalyptique. Un petit peu dans le film, on a cette scène où il y a des films qui sont projetés sur un écran, dans l'espèce de carrière. C'est pas que le western qui est projeté, il y a aussi Universal Soldier qui a pas beaucoup de bons retours, parce qu'on a les mecs qui jettent des canettes ou je sais pas quoi sur le projectionniste dans sa petite baraque, et on a la mélodie du bonheur. Et donc, dans cette image de western, on a cette personne qui court comme ça sur une sorte de falaise, on sait pas trop, dans un canyon, et on a cette image de vieux film qui devient l'image du film. Le grain disparaît, l'aspect vieillot de l'image disparaît, et les choses finalement se répètent. Parce qu'en nous projetant ce qui semble être un western, et que cette image de western, d'image projetée sur une toile, devient la véritable image du film, eh bien ça veut dire que les histoires se répètent, que le western est clairement répété dans ce film-là. Donc là, encore une fois, il opère un déplacement peu à peu des codes du post-apocalyptique sur des codes du western, la construction d'une nation ou une reconstruction. Le son d'ailleurs du film projeté diminue et le son réel du véritable plan de la personne qui est sur la falaise augmente. On est sur des codes et des boucles et donc un héritage. On pourrait dire que c'est presque un peu du rétro-moderne, comme dans souvent le post-apocalyptique, on revient à des choses passées. C'est-à-dire qu'on a des fusils, on a de l'électricité, et en même temps, eh bien, on revient aux chevaux. Bethléem lui-même dit que, ouvertement, les holnistes ont un système féodal, pour s'arranger, bien sûr, des petites combines, notamment sexuelles. Oui, un système féodal. Où les intellectuels, ceux qui ont une science particulière ou qui ont des connaissances particulières, sont moqués. Rangés du côté des manipulateurs, qu'il faut éliminer, qu'il faut purifier. Il y a même des références à la guerre de sécession, entre Bethléem qui fait brûler le drapeau des États-Unis et les gens autour du facteur qui veulent réinstaurer l'État fédéral. Le film devient un western moyenâgeux, avec des figures, des situations comme l'assaut de la ville qui ressemble à un fort, à un château attaqué avec des remparts, des engins de guerre qui explosent les murs. On se croirait vraiment dans un assaut, dans un siège de château. Et on commence avec un petit village
voilà, vraiment un village, on dirait de Moyen-Âge, avec des paysans partout, voilà. D'ailleurs, Kevin Costner nous fait état d'un récit moyenâgeux. On nous englobe dans un récit qui est d'une autre époque. Et on finit presque sur un barrage. Alors bien sûr, nous qui avons vu le Seigneur des Anneaux, on pense un peu au gouffre de Helm, mais c'est un barrage qui est une trace et un signe d'une civilisation avancée dans l'utilisation de la technologie du barrage. On nous montre, avec cette évolution aussi de décor, que nous passons un cap de civilisation, que la civilisation se reconstruit. Alors, le barrage ne s'est pas construit pendant le film. Quand on voit l'évolution des décors montrés dans le film, eh bien on a l'impression que nous allons évoluer dans quelque chose qui est de plus en plus proche de notre civilisation. Et on n'est pas du tout dans une optique de Mad Max. Mad Max, on est dans des styles de tribus, de bandes. Dans The Postman, on a des systèmes de valeurs et de sociétés qui se confrontent. Bien plus clairement ancrés politiquement. Hein. Ce délire autour de la poste, l'auteur du livre là, je pense qu'ils aiment bien la poste aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se replacer du point de vue des Américains. Le patriotisme est plus apprécié là-bas qu'en France. Et le voir à l'écran est plus commun. Et David Brin le dit lui-même dans son article, nous y sommes ensemble. La civilisation signifie quelque chose. Elle a de la valeur. Et dans ce film, il y a un patriotisme de fou. Mais ce n'est pas une blague, hein, attention. Il y a même un moment à la fin du film, Kevin Costner qui dit « I believe in United States ». Voilà, vraiment de façon très, très forte avec la musique et tout ça. Donc ce n'est pas une blague pour David Brin, le patriotisme a été politisé par des mouvements alors qu'il s'agit d'une conviction individuelle, avant tout du rapport à la terre et au pays. Et voir l'espoir se mettre en place via la confiance auprès des jeunes générations envers l'État. Ça change un peu d'autres visions comme celle récemment de Snyder qui est de court-circuiter à peu près tout ce qui est en rapport avec l'État. Il faut trouver une bonne cause, et le local de poste donne l'espoir car il permet la connexion entre les individus, les jeunes qui y croient, peu à peu, les vieux s'y mettent aussi, il y a d'anciens militaires à un moment qui arrivent. Le film vante quand même, une idée pacifiste. La bataille d'ailleurs à la fin nous est refusée. Il y a un refus du sang, un refus de la victoire militaire. Et dans cette bataille qui n'en est pas une, eh bien nous avons Costner qui est attaché à son pays, à son mythe, et il le manifeste dans le récit qu'il orchestre. Je connais pas vraiment ses convictions politiques, mais c'est quand même quelque chose d'assez conservateur, le film. C'est un film patriotique de sacrifice. L'idée qu'il est concentré, et finalement David Brin aussi, l'espoir dans ce métier, qui est le facteur, le service postal, eh bien ça apprend à réhumaniser l'individu. Là où, aujourd'hui on a beaucoup de métiers qui déshumanisent, eh bien ici le facteur prend le temps, et on le montre dans le film, de parler, de manger avec les gens à qui il livre le courrier. C'est-à-dire que le facteur, lui, est itinérant, mais il va faire partie d'une communauté, d'un groupe, faire société, littéralement, contre la tyrannie proposée par les holnistes. Scénaristiquement, ils ne proposent pas la tyrannie, mais scénaristiquement, ils sont plutôt du côté de la tyrannie. Apporter la lettre, c'est apporter l'espoir. Et le film est métaphorique dans ce sens-là, comme l'a été dans une autre mesure, mais comme l'a été aussi Field of Dreams. C'est un assez bon film avec Kevin Costner qui construit dans son champ de maïs un terrain de baseball. Voilà, donc je vous en dis pas plus, Field of Dreams, c'est pas mal du tout. Pour encore une fois rajouter, bon là c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, l'enfant qui naît de la femme qui l'accompagne s'appelle Hope, donc espérance. Donc là c'est trop, là c'est un petit peu trop, mais voilà, le film sur une note plus générale, au-delà de l'idée de parler d'espoir, montre en fait des cycles de leadership, des cycles de commandement, de personnalités charismatiques qui changent entre les maires de ville, lui-même, The Postman, Bethlehem avec les holnistes, et avec eux viennent des nouvelles dynamiques,
pour proposer une nouvelle politique, c'est-à-dire un aménagement du territoire. Donc c'est vraiment des personnalités avec qui vient le vent du changement, qui amène une nouvelle page d'histoire. Donc encore une fois, le film, l'épique du film nous permet d'embrasser ces sujets, de montrer vraiment ce que c'est qu'une fresque, avec cette dynamique de clan, de durée, d'espace. Et finalement, en parlant de tribus, de groupes, d'espace, eh bien c'est une répartition entre ces différents groupes, et c'est donc une Amérique contre une Amérique. Ce sont deux visions d'Amérique, un petit peu comme Open Range, la liberté des grands espaces et les clôtures et la loi. Comment les léonistes sont montrés? Ils sont montrés à cheval, armés, quasiment aucune femme dans l'armée, un âge aligné, un costume aligné, et comment le reste est montré? Ce sont des familles, des enfants, des gens âgés, la famille, la patrie, la nature. Voilà, et on crée en fait des dynamiques et des conflits avec ces pôles, ces groupes. Le film n'est presque même pas sur l'idée de chute, encore une fois, comme je vous le disais au départ. On nous narre très rapidement le passé au sonore pendant qu'on a le voyage du héros. C'est une approche peut-être un peu, on va dire, niaise, peut-être simple, presque proche un peu de la bêtise, mais la naïveté n'a jamais été vraiment appréciée par les critiques. Or, à un moment, il faut aussi s'extirper de cette condition et essayer de revenir au spectacle le plus simple. C'est-à-dire apprécier une histoire qui est prévisible. Juste oublier les structures, oublier les mécanismes et profiter du récit au ton léger, romanesque, tout à fait aussi ancré dans son époque, une formule presque similaire au film Robin des Bois de Kevin Reynolds, dans lequel il jouait bien sûr Robin de Locksley, quelqu'un qui doit faire une évasion avec un retour, une création d'un mouvement et une confrontation finale. Ça ressemble beaucoup au récit de Robin. Mais ici nous avons une histoire un peu plus délicate, même si ça reste comme le Robin des Bois, un outsider. C'est l'histoire d'un homme qui ne peut pas laisser le rêve du passé s'échapper. Et on commence avec Shakespeare. Shakespeare, les Tchèques conspirent. J'espère que vous avez la ref, dites-le moi en commentaire. C'est l'évolution d'un homme qui est d'abord passif. Pendant un sacré moment, il commence sans avoir de nom, et après il s'appelle Shakespeare, et après il s'appelle le facteur. Voilà. Et Kevin Costner joue un pauvre type qui va devenir quelqu'un, à force de conviction, de courage et aussi un peu d'ingéniosité. Et sur scène, il rejoue un Roland de Robin des Bois. Enfin, bien sûr pour les gens qui ont vu les films avant, mais c'est du Shakespeare évidemment. Il récite les mots des morceaux de pièces de théâtre. Au-delà de cette considération, comme si c'était le seul, entre 1997 et 2013, à se souvenir des récits, et à être le seul à pouvoir réciter ces récits. L'écart n'est pour moi pas suffisant du tout. Mais c'est un mec qui a du culot. Il a aussi le culot de refuser l'aventure. Il est en fuite pendant une sacrée partie du récit. Il refuse l'appel du héros, ce qu'on appelle l'appel du héros. Il le refuse plusieurs fois. Il refuse de se laisser prendre pour aller dans la carrière. Alors pour forcer l'empathie et le forcer à prendre une décision, on tue son animal, on tue le mulet, pour susciter la sympathie, mais aussi la colère, et donc l'identification à notre héros. Mais je pense que quand il a le costume de facteur, je pense qu'il refuse d'être plus qu'un facteur. Lui, il veut simplement bouffer, et tout d'un coup, la légende née de ce mensonge et le surplomb. Et c'est un mensonge qui crée un nouvel ordre. Et comme le dit la célèbre phrase de l'homme qui tua Liberty Valance, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende, évidemment. Ça ne change pas. L'idée est plus forte que lui. Et finalement, il doit croire à son mensonge pour qu'il devienne réalité. Il doit faire aussi le travail sur lui-même. Et donc il va reconnecter avec le passé, les lettres passées. Et d'un passeur de valeur du passé, le théâtre, il va continuer ce travail de passeur. Mais il change de veste, il change de peau. Et il va livrer le courrier passé, connecter le passé au présent, et bientôt il va livrer le présent au présent, avec des lettres actuelles. L'ère de l'individu prime sur la communauté. Et ce film est un film sur un individu qui va devenir communauté.
Et c'est en cela que le film est sur une reconstruction, faire groupe, être ensemble. Si je devais rajouter quelques petits éléments, moi je n'ai jamais été gêné, d'un récit un peu trop fleur bleue. C'est très sentimental, c'est naïvement romantique, pourrait-on dire. Moi j'ai à dose réservée, je suis pas en train de regarder des films comme ça tous les jours, hein, mais à dose régulière, moi j'ai toujours bien aimé ces rapports-là, parce que ce sont des rapports auxquels les créateurs de ces séquences croient. Les films de fleurs bleues sont souvent au premier degré, et ça j'aime beaucoup, quand on croit dans les sentiments même trop forts qu'on veut mettre à l'écran. Et en cela, Olivia Williams, en plus d'être une bombe atomique dans le film, fait tout à fait sa part de cette naïveté romantique. Celui que je trouve qui ne fait pas totalement sa part, c'est Bethléem. Moi je trouve que l'acteur qui joue le personnage n'est vraiment pas bon. Et malheureusement, je l'ai vu en français, ce qui augmente l'impression de mauvais jeu. Une sorte de suraction, de surréaction constante. Il est une sorte de petit électron, mais qui n'a pas grand intérêt puisqu'il est aussi le représentant symbolique d'un mouvement plus grand. La communauté prime sur l'individu. Les studios étaient vraiment intéressés par l'histoire, et c'est durant la projection de Field of Dreams, Jusqu'au bout des rêves, que l'idée d'avoir Costner jouant le héros a apparu clairement à David Brin, l'auteur. Il y a une ambition visuelle. Avec la création de beaucoup de décors, il faut construire tout ça, et il y a des décors gigantesques, notamment la carrière qui est très très impressionnant, et de nombreux villages qui font un petit peu, mettre au goût de l'époque, et il y a aussi des plans extérieurs, des plans de verdure qui sont magnifiques. Là on sent vraiment la teinte western clairement. Il faut faire croire qu'on appartient aussi à ce monde, que c'est un monde qui a vécu, qui n'est plus le nôtre, et donc on filme en extérieur. Il n'y a pas des fonds verts à tout va, c'est perceptible que c'est extérieur. La lumière du soleil touche la peau des acteurs. C'est presque maintenant un argument, hein. No CGI, no CGI. Alors, sûrement qu'il y en a dans le film, et je crois que même à un certain moment, notamment avec la passerelle près du barrage, il y a du CGI. Mais forcément, à l'époque, la question ne se posait pas. Après, est-ce que c'est un film qui est formaté ? Alors oui, il y a quelques éléments qui sont un petit peu formatés. Il y a des choses très classiques. Voilà un exemple comme ça que je vous donne, quand il y a un montage d'une scène d'action où les gens se tirent dessus, eh bien on a un tir sur le héros, donc nous avons quelqu'un qui est derrière des barils qui tire sur le héros, et nous avons un plan moyen sur la personne derrière un baril qui tire. Et quand le héros répond avec plusieurs tirs, eh bien les plans se rapprochent. Et quand le plan est au plus proche du héros, quand il tire avec son flingue qui est vu dans la caméra, eh bien là le tir fait mouche. Donc c'est clairement le gros plan du héros est plus fort que le plan moyen du soldat quand il y a un conflit de montage, un conflit de gros plans. Eh bien c'est forcément le gros plan du héros qui sera plus fort parce qu'on est plus proche de lui, alors que pour l'ennemi on est plus loin. Mais le montage, il y a quelques défauts évidemment. Ce n'est pas une expérience horrible. Si on a vu autre chose, on comprend que c'est moyen, un peu mal confectionné, mais ça s'arrête là. Car l'expérience amène à la compréhension aussi de mécanismes, de choses qui ne fonctionnent pas, ou de choses que on voit ce qu'ils ont voulu faire, mais ça ne marche pas. Typiquement, ce type de film qui vient se mettre en contraste avec des productions récentes et vient à en devenir convenable, alors que regardable, pourrait-on dire, alors qu'il était conspué à l'époque comme c'est pas permis. Je pense qu'il y a aussi cette baisse de qualité générale des productions qu'on fait aujourd'hui qui ramène en fait des vieux films qui avaient des grosses ambitions mais qui étaient quand même par rapport à l'époque mal confectionnés. Après c'est un film qui est assez mollement filmé. Il y a quelques problèmes de point de vue. On a des angles un peu au hasard pour faire stylé. Déjà à l'époque ils voulaient faire des trucs pour faire stylé, mais c'était bidon. Je vais vous donner un exemple. À un moment au début du film, il arrive dans un lieu, une station-service, et on a un point de vue intérieur dans la station qui regarde comme ça le héros qui arrive dans la station, comme si quelqu'un l'observait de la fenêtre. Vous savez, une caméra un peu tremblante, comme si c'était un être organique qui bougeait comme ça, et on se dit, ah, il y a quelqu'un. Donc la menace augmente.
Et quand il arrive dans la station, et qu'il farfouille un peu dans la boutique, eh bien on se rend compte que c'est un animal, une biche. Donc ça voudrait dire que l'animal était en train de l'observer comme un humain derrière la fenêtre et tout ça. C'est du bidon, évidemment. Voilà, donc c'est des trucs pour faire stylé, pour créer de la menace, pour créer un peu du suspense, un truc parce que la séquence autrement elle est chiante. Et en fait non, ça c'est les problèmes de point de vue. Il y a aussi la carrière de Pierre, le camp de travail. C'est intéressant visuellement, mais il n'y a aucun point de vue. On a un dévoilement avec un travelling en hélico devant un amas de pierres, c'est super spectaculaire et c'est censé révéler le lieu et en fait non, on fait un fondu. On fait un fondu et on a un mouvement de dévoilement viable. Vous savez, ces mouvements où il y a une colline et la caméra comme ça, elle est en hélicoptère, elle va passer la colline et on va voir un truc immense derrière la colline. Vous voyez, typiquement ces plans ultra spectaculaires qu'on faisait. Vous savez, c'est comme ce plan qui lui pour le coup est réussi. Dans le premier plan, c'est le premier plan de Predator 2. Dans Predator 2, on a un mouvement d'hélicoptère où on est au-dessus de la forêt et on se dit bien sûr forêt égale nature égale jungle du premier opus, Predator 1, et tout d'un coup la caméra elle va tilter et on va dévoiler derrière la colline Los Angeles. Voilà, c'est la même chose qu'ils auraient voulu faire. Il y a ces amas de terre, ces amas de pierres, et tout d'un coup la caméra aurait dû pousser, mais à mon avis il y a dû y avoir un problème et finalement on ne l'a pas eu. Et on se place à un autre endroit. Et on voit Bethlehem qui est sur un bâtiment, comme ça, en train de boire son thé ou je sais pas quoi. Et on se dit, ok, on arrive à la carrière. Sauf que le plan suivant, ou genre 2 plans plus tard, on a Bethlehem qui arrive à cheval. What the fuck? Pourquoi Bethlehem? Il était dans un bâtiment haut perché, et tout d'un coup on le retrouve en bas à cheval. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un film mal confectionné tout court. Voilà, ça ce sont des exemples comme quoi le film, à un moment, il a des faiblesses, parce que on ne pense pas à certaines choses au tournage, et c'est là justement où je vous parlais d'expérience, l'expérience d'avoir vu des films très différents, de différentes périodes, de différents styles, de différentes échelles, eh bien permet de, pas de conspuer maintenant, ouais, le film il est mal fait, donc c'est de la merde, non, mais de pouvoir comprendre en fait des mécaniques qui font que ça fonctionne pas, mais au moins comprendre. Comprendre, c'est aussi un moment, accepter aussi que un moment le film il a des faiblesses, mais on va pas conspuer le film parce qu'il y a ce genre de faiblesses. Là, tous les films en ont. Même ceux qui veulent essayer de faire croire qu'ils en ont pas. Il y a aussi des choix un peu étranges au montage. Je vous parlais de montage un peu moyen. Il y a des choix très très bizarres. Par exemple, il y a une danse entre amoureux avec Kevin Costner et Williams, et en alternance, pendant qu'ils sont en train de danser sur une musique romantique et tout ça. Tu sais pas pourquoi. En alternance, il y a des facteurs qui se font buter. Et ça marche pas du tout avec la musique. Donc là, il y a, vous savez, les trucs de romance et tout ça, avec le mec, avec sa petite musique country, là, et vous avez les mecs qui se font buter pendant qu'ils dansent, et on se dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire que, voilà, son insouciance de sa mission fait tuer des gens, ce qui est possible, hein. Et puis c'est clairement une tentative pour compresser les scènes, entre des scènes, avec des scènes des fois qui n'ont rien à voir. Il y a beaucoup trop de fondu pour gagner du temps, c'est assez affreux, hein. Donc on compresse le manque de plan pour faire la transition, c'est affreux. Cette séquence, c'est sûrement celle qui est la pire de tout le film. Et quand je dis pire, elle est même pire que celle de la passerelle, hein. Quand comme ça il passe au-dessus du lac avec la passerelle et qu'on a une espèce de truc patriotique, non, je vous assure que la scène du bal, c'est pire, hein. On a un peu la même sensation, on a un drôle de montage alterné quand il est sur la passerelle, quand il est propulsé du barrage, mais finalement celle-là ça va, elle est plus courte aussi. Et on a aussi cette scène, attention, une grande scène, hein, tout le monde la connaît, la scène de l'attrape-lettre au ralenti sur un enfant qui tend la lettre. La prise au ralenti de la lettre en contre-plongée, le fond est écrasé, on a une reprise de la netteté sur la lettre, c'est un peu ridicule. En fait, l'idée est que le plan est iconique et la symbolique est un peu mis de côté pour plus un style. Voilà, c'est plus le style et le symbole que la narration de l'histoire à ce moment-là. Parce que même la création de ce plan, c'est-à-dire la scène qui va créer ce plan iconique, est un peu bizarre. Ce qui n'est pas bizarre, c'est la musique. La musique crée beaucoup d'emphase émotionnelle. Kevin Costner laisse énormément de place à James Newton Howard. Moi, j'ai cru au départ que c'était du James Horner, tellement c'était ressemblant.
Par moments, ça me faisait penser à Glory, vous savez, le film d'Edward Zwick. Et James Newton Howard a fait plutôt un bon score. Costner lui a laissé de l'espace pour s'exprimer. C'est très réussi. Le pauvre Costner, eh bien, voilà, il y a eu beaucoup de batailles pour faire des coupes. Il refusait de couper son film les 3 heures, malgré des screen tests qui n'étaient pas très concluants, pour faire un film moins violent et tout ça. Enfin, il annula beaucoup d'interventions promotionnelles parce qu'il boudait, quoi. Il boudait. Et ce boudinage, ce boudin, bien, ça a donné un flop. Voilà, avec plein de récompenses aux Radio Awards. Enfin bon, vous savez, les Radio Awards, c'est pas vraiment une preuve de quoi que ce soit. Les récompenses ne résultent pas d'une observation pertinente, puisque c'est plus une cérémonie d'amusement qu'autre chose, qu'une véritable évaluation de la médiocrité d'un film. Pour l'auteur lui-même, eh bien... la droite ne va pas aimer le coup porté au mouvement militaro-libéral et la gauche ne va pas aimer la description de la dignité et de la tolérance sous protection du drapeau américain. Les gens qui ont connu des états de désespoir, et je l'ai lu dans les commentaires, les témoignages sur IMDb, les états de désespoir, eh bien, ils ont trouvé beaucoup d'espoir dans le film et avec, je veux dire, ils en témoignaient avec une vraie force et ils ont été très reconnaissants envers ce film de témoigner de cette reconstruction et de moments de communauté et je pense que le film est un film d'espoir auquel Costner croit. Et il est clair que quand on voit le reste de sa filmographie, notamment plusieurs rôles qu'il a utilisés, notamment des rôles dans le baseball, ce sont des films sur la famille, des films sur la communauté. C'est un film qui a bon cœur. Mais peut-être trop de moyens, trop long, Costner un peu trop collé à son film. Je sais pas si c'est un projet de vanité. Mais il est clair que, voilà, à la fin, avec la statue de bronze, bon, il y a c'est un peu de l'ego film, quoi. Moi, je lui mettrais un 12 sur 20. J'avais vu une critique dans le texte de David Brin, un truc qui était très marrant. C'est David Brin qui avait relevé une critique à l'époque qui disait « Mad Max réalisé par Frank Capra ». Je trouvais ça une bonne formulation, c'est très amusant. Je vous laisse avec ça. C'est un divertissement que je vous invite à regarder au moins une fois. Je dirais pas que c'est un divertissement à usage unique, mais bon, il faut quand même se farcir les 3 heures. C'est un divertissement à voir, c'est une curiosité spectaculaire, c'est une fresque à voir des années 90, comme on en a eu régulièrement, un peu partout, un peu tout le temps. Que ce soit, voilà, vous savez, quand Warren Beatty fait Reds, dans, je crois, les années 80, c'est très curieux, Reds. Il y a des fois des projets, tu sais pas d'où ils viennent, mais ils sont là. Je vous encourage à regarder ces projets. Donc j'avais aussi envie, non seulement pour préparer Horizon, que je voudrais couvrir, qui ont eu finalement des dates. Le premier chapitre, c'est le 3 juillet, je crois, et en septembre, le deuxième chapitre, et Furiosa qui va arriver très très bientôt, et sur la chaîne également. J'avais envie de revenir sur un film comme celui-ci, The Postman, voir un petit peu ce qu'il a dedans. Voilà, sans forcément faire le détail de tout. Vous me connaissez, à un moment, je prends mes aises et je me fixe sur certains éléments du film et j'en délaisse un peu d'autres. Voilà, faire un listing des acteurs et tout ça, moi les acteurs, j'ai jamais été très fort sur la définition de qualité de jeu, des choses comme ça. Donc je mets vraiment de ça de côté pour le coup. C'est pour ça que j'ai quasiment pas parlé. Pour vous dire, sur mes notes, je n'ai même pas le nom de l'acteur qui joue Bethléem, pour dire. Voilà, j'ai terminé ma critique, j'espère que ça vous aura plu ce petit retour. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un peu ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, s'il vous donne envie de le voir, après ce que je dis, pour vous préparer à voir du Costner ou pour vous préparer à voir du Furiosa. Quant à moi, eh bien, je vous remercie pour vos retours, je vous remercie pour votre soutien, pour votre abonnement, et je vous dis très bonne journée, très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!